Juin 1940. Les troupes allemandes entrent dans Saint-Étienne. Les grilles de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la légendaire EMAS, s'ouvrent devant l'occupant. À l'intérieur, les ateliers de fraisage sont étrangement silencieux. Sur les établis, les inspecteurs allemands découvrent les premières séries d'une arme nouvelle. Le pistolet mitrailleur MAS-38. C'est un chef-d'œuvre de mécanique. Chaque pièce est usinée dans un bloc d'acier massif avec une précision d'horloger. Il devait moderniser l'infanterie française. Mais sa production n'a vraiment commencé qu'à l'aube du désastre. Pour les ouvriers stéphanois, la conséquence est brutale. L'arme la plus moderne de l'armée française va recevoir le poinçon du Waffenamt allemand, rebaptisé MP722F. Une mécanique conçue par l'État français pour défendre son territoire va finalement armer ses occupants et la police de Vichy. Mais la véritable histoire du MAS-38 n'est pas seulement celle d'une arme arrivée trop tard. C'est l'histoire d'une souveraineté industrielle obsédée par la perfection qui a mis plus d'une décennie à valider un dossier pour découvrir que la guerre moderne ne réclamait plus de la dentelle d'acier. Elle exigeait de la vitesse. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, au ministère de la Guerre à Paris, au lendemain du premier conflit mondial. L'histoire de cette arme ne commence pas dans l'urgence d'une usine menacée par l'invasion, mais dans le calme des bureaux du ministère de la Guerre, à Paris, au lendemain du premier conflit mondial. En 1918, la France sort victorieuse de la Grande Guerre, mais son armée a payé un prix humain dévastateur pour apprendre une leçon tactique fondamentale. La guerre des tranchées a définitivement transformé la nature de l'affrontement. Le fusil à répétition manuelle, long et encombrant, n'est plus suffisant pour les assauts rapprochés ou le nettoyage des positions fortifiées. Les états-majors ont observé avec attention l'apparition d'une nouvelle catégorie d'armement sur le front. Le pistolet mitrailleur, une arme automatique ou sélective compacte, conçue historiquement pour tirer des cartouches de pistolet, offrant une puissance de feu dévastatrice à très courte distance. Dès 1921, l'armée française lance un programme d'armement, un processus institutionnel complexe visant à définir, tester, produire ou acheter une nouvelle arme pour doter ses propres troupes d'un pistolet mitrailleur national. L'intention est claire, la France doit posséder sa propre souveraineté technologique. Le pays ne manque ni d'ingénieurs brillants, ni de capacités industrielles. Pourtant, au lieu d'une adoption rapide, la machine administrative militaire française va s'engager dans un labyrinthe d'essais, de rapports de commission et de révisions bureaucratiques qui durera près de 2 décennies. Le problème n'était pas un manque de volonté, mais une abondance de temps. Persuadé que le prochain conflit ne surviendrait pas avant de longues années, la direction de l'infanterie privilégie la perfection théorique à l'urgence pratique. Les commissions d'expérience exigent des modifications constantes. Les prototypes se succèdent, le STA 1924, le MAS 1924, puis d'autres modèles expérimentaux qui sont tous testés, critiqués, renvoyés au bureau d'études, puis modifiés à nouveau. Pendant que l'Allemagne, la Finlande ou les États-Unis développent et déploient des armes automatiques de manière pragmatique, la France rédige des rapports balistiques. C'est dans ce contexte de lenteur institutionnelle que le projet est confié à la plus prestigieuse des manufactures d'État, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, mondialement connue sous l'acronyme MAS. Située au cœur du bassin industriel de la Loire, la MAS n'est pas seulement une usine. C'est un arsenal majestueux, un empire de briques et d'acier où travaillent des milliers d'ouvriers hautement qualifiés. À Saint-Étienne, on ne fabrique pas de simples outils de mort, on usine la fierté de l'État français. La culture industrielle de la manufacture repose sur une tradition d'excellence mécanique. Chaque pièce est pensée pour durer, taillée dans des blocs d'acier massifs, ajustés par des maîtres armuriers. Les ingénieurs de la MAS vont s'attaquer au défi du pistolet mitrailleur avec cette même philosophie, concevant des mécanismes d'une précision horlogère. Mais cette force technique allait devenir un piège. En pensant l'arme comme un chef-d'œuvre d'artisanat industriel, ils s'éloignaient sans le savoir des réalités de la production de masse que la guerre moderne allait bientôt exiger. Au cœur de ce lent processus de développement, une décision administrative va sceller le destin
du futur pistolet mitrailleur avant même qu'il ne soit dessiné dans sa forme finale. Il s'agit du choix de la munition. Une cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, dicte toujours l'architecture de l'arme qui l'attire. Dans les années 1920, le standard européen qui s'impose peu à peu pour les pistolets mitrailleurs est le 9mm Parabellum, une munition puissante et largement disponible. Mais la Commission militaire française fait un autre choix. Par un souci d'optimisation logistique, le ministère décide d'imposer une standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter la production, la formation et l'approvisionnement, entre la future arme de poing de l'armée et le futur pistolet mitrailleur. Or, l'armée a jeté son dévolu sur une munition spécifique pour son pistolet de service, le PA-35A, le 7V165 mm long. Dérivé d'un concept américain développé en secret pendant la Première Guerre mondiale, cette cartouche est précise, mais elle manque de la puissance d'arrêt du 9 mm. Surtout, elle est exclusivement française. Cette décision, qui semblait parfaitement rationnelle sur le papier d'un rapport logistique, constitue la première fissure systémique dans l'histoire de notre arme. Le problème n'était pas seulement la balistique du projectile. Le problème était que cette cartouche isolait définitivement l'industrie de l'armement française du reste du monde. En choisissant le 7,65 mm long, la France s'interdisait de fait toute interopérabilité avec ses futurs alliés et se condamnait à devoir produire chaque étui, chaque amorce et chaque projectile sur son propre territoire, quoi qu'il en coûte. Malgré cette contrainte balistique, les ingénieurs de la manufacture d'armes de Saint-Étienne reprennent le travail. Au milieu des années 1930, sous la direction de concepteurs obstinés, les formes du futur pistolet mitrailleur commencent à se figer avec le prototype MAS-35. L'arme qui prend forme sur les établis stéphanois est d'une compacité étonnante, dotée de solutions mécaniques brillantes pour pallier les défauts de sa munition. L'État observe ce prototype avec satisfaction. Les rapports d'essai soulignent sa précision redoutable, son équilibre parfait et la qualité irréprochable de ses finitions. La longue attente bureaucratique semble enfin porter ses fruits. L'arme est belle, elle est fiable, elle est profondément française. En 1938, après 17 années d'hésitation, de débats doctrinaux et de changements de cahier des charges, l'armée française prend enfin la décision formelle d'adoption, la décision officielle d'intégrer le modèle dans le service actif. L'arme reçoit officiellement le nom de pistolet mitrailleur, MAS modèle 1938. Les commissions sont satisfaites, les plans définitifs sont approuvés et les ordres de fabrication sont doucement préparés pour les ateliers de la Loire. La dotation, l'attribution officielle de l'arme aux unités et administrations, est planifiée avec la même lenteur mesurée qui a caractérisé tout le programme. L'État commande les premières séries en pensant avoir des années devant lui pour équiper sereinement ses troupes d'élite, sa police et ses sous-officiers. L'arme était enfin prête à entrer dans l'histoire, mais le système industriel qui devait la produire allait découvrir que le temps de la paix était définitivement écoulé. L'année 1938 marque la fin d'une très longue attente. Lorsque le ministère de la Guerre officialise l'adoption, la décision officielle d'intégrer le modèle dans le service actif, du pistolet mitrailleur MAS 1938, l'institution militaire française pousse un immense soupir de soulagement. Après des années d'errance doctrinale et de prototypes rejetés, l'armée possède enfin son arme. Mais la véritable percée du MAS-38 n'est pas seulement administrative, elle est profondément mécanique et industrielle. Pour comprendre ce que représente cette arme à cet instant précis de l'histoire, il ne faut pas seulement lire les rapports de la direction de l'infanterie. Il faut regarder l'objet lui-même, tel qu'il sortait des ateliers stéphanois, massifs, denses et incroyablement complexes. Contrairement aux armes étrangères qui commencent déjà à privilégier la tôle emboutie pour des raisons de coût, le MAS-38 est un monument d'acier usiné. Avec ses 62 cm de long et son poids de près de 3 kg à vide, il ressemble moins à un outil de tranchée qu'à une pièce d'horlogerie industrielle. La manufacture d'armes de Saint-Étienne n'a pas cherché à faire une arme bon marché. Elle a cherché à fabriquer une arme parfaite. L'ingénierie qui se cache à l'intérieur du MAS-38 est brillante, conçue spécifiquement pour maximiser le potentiel de la munition de 7,5 mm long imposée par les commissions.
Le défi technique principal résidait dans le contrôle du recul et le maintien de la compacité de l'arme. Pour y répondre, les ingénieurs de la MAS ont imaginé une solution géométrique fascinante. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, et le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, ne sont pas parfaitement alignés dans le même axe géométrique que le reste de l'arme. Il y a un angle subtil, une légère inclinaison vers le bas. Cette disposition unique permet à la culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, de reculer en plongeant légèrement à l'intérieur de la crosse, la partie en bois tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme. Ce mouvement incliné ralentit la masse reculante, absorbe l'énergie cinétique du tir avec une douceur remarquable et empêche le relèvement du canon lors des rafales. Pour le soldat, cela se traduit par une précision redoutable et un confort d'utilisation exceptionnel. Le mécanisme, d'une fluidité parfaite, garantit que chaque cartouche quitte la chambre, l'espace où la munition se place avant le tir, avec une fiabilité totale. Le problème n'était pas l'intelligence du concept mécanique. Le problème était le système industriel nécessaire pour transformer ce concept en réalité à grande échelle. Entrer dans les ateliers de la manufacture d'armes de Saint-Étienne à la fin de l'année 1938, c'est observer l'apogée d'une doctrine de souveraineté industrielle qui allait bientôt se heurter au mur de la réalité. Le MAS-38 n'est pas assemblé rapidement. Il est sculpté. Chaque boîtier de culasse naît d'un lourd bloc d'acier massif. Les ouvriers qualifiés, héritiers d'une longue tradition d'armurerie d'État, placent ces blocs sur d'immenses machines-outils pour de longues opérations de fraisage. La machine creuse et vide, taille le métal avec une lenteur majestueuse pour ne laisser que la forme parfaite du boîtier. Il faut retirer une quantité astronomique de métal pour obtenir la pièce finale. Cette méthode de fabrication exige des ouvriers hautement spécialisés, un outillage complexe, un contrôle qualité méticuleux et par-dessus tout, énormément de temps. La fabrication de la détente, la pièce que le tireur presse pour déclencher le mécanisme de tir, ou encore l'ajustement du logement du chargeur, le dispositif amovible qui contient les cartouches et les présente au mécanisme, demandant des heures de travail humain incompressibles. Dans l'esprit des inspecteurs de l'État, ce coût industriel est totalement justifié. Une arme de l'armée française doit refléter la puissance et le savoir-faire de la nation. Elle doit résister à l'usure, fonctionner sans faille et porter fièrement les poinçons de contrôle de l'arsenal national. Cependant, cette exigence de perfection devient insidieusement une faiblesse stratégique. Les forces de l'économie industrielle de guerre sont implacables. Alors que la commission d'expérience de Versailles rédige des rapports élogieux sur l'excellente prise en main de l'arme et sa sécurité absolue, notamment grâce à un ingénieux système où la détente bascule vers l'avant pour bloquer la culasse, le ministère de la Guerre passe ses premières commandes formelles. Mais les lignes de production de la masse ne peuvent pas accélérer sur un simple ordre ministériel. La cadence de production d'une arme usinée dans la masse ne peut pas être artificiellement gonflée. Au printemps 1939, alors que l'Europe commence à sentir l'odeur de la poudre, le programme d'armement, le processus institutionnel visant à définir et produire cette nouvelle arme, avance encore au rythme d'une manufacture en temps de paix. L'institution militaire, enfermée dans sa propre logique administrative, commande des lots de MAS-38 pour doter en priorité les sous-officiers d'infanterie, les équipages de véhicules blindés et certaines unités spécifiques. La dotation, l'attribution officielle de l'arme à ces unités, est prévue de manière progressive, méthodique, étalée sur de nombreux mois. L'état-major croit encore fermement que le temps joue en sa faveur. L'arme est indéniablement un triomphe d'ingénierie. Elle symbolise la maîtrise absolue de l'arsenal d'État sur la matière. Les premiers exemplaires, avec leur finition bronzée impeccable, leur crosse en noyer soigneusement poli et leur mécanique huilée, sont stockés dans les râteliers des arsenaux avec une fierté évidente. Le pistolet mitrailleur français existe enfin, et il est la preuve tangible du génie industriel de Saint-Étienne. Mais la manufacture produisait encore selon les règles d'un monde qui était sur le point de disparaître. Le marquage frappé sur l'acier n'était pas une simple décoration. C'était une promesse de l'État, de l'industrie et du temps. Mais l'histoire allait bientôt prouver que le temps était la seule chose que la France ne possédait plus.
L'année 1939 déchire brutalement le voile des illusions bureaucratiques. En septembre, lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne, la doctrine du temps long s'effondre du jour au lendemain. Le pistolet mitrailleur MAS 1938 n'est plus un simple projet de perfectionnement mécanique sur les tables de dessin du ministère de la Guerre. Il devient une urgence vitale pour la survie de la nation. C'est à cet instant précis que la trajectoire de cette arme rencontre la troisième grande force qui façonne l'industrie de l'armement française. La pression impitoyable de la guerre, qui détruit toujours les planifications du temps de paix. Dans les bureaux de l'état-major et à la direction de l'infanterie à Paris, les rapports concernant la dotation, l'attribution officielle des armes aux unités, changent radicalement de ton. Il ne s'agit plus d'équiper méthodiquement quelques sous-officiers, les équipages de véhicules blindés ou certaines forces de police triées sur le volet. L'armée française, subitement confrontée à la menace d'une guerre de mouvement éclair, réclame des dizaines de milliers d'armes automatiques pour saturer les lignes de front. Le regard de l'État se tourne alors avec anxiété vers la manufacture d'armes de Saint-Étienne, exigeant un miracle industriel immédiat. Mais le miracle est impossible. Le système même qui a fait la qualité exceptionnelle du MAS 38 l'empêche désormais de répondre à l'urgence. La manufacture stéphanoise est prise au piège de sa propre excellence. La chaîne de production, spécifiquement conçue pour un usinage lent et rigoureux, ne peut pas être accélérée par un simple décret ministériel ou un cri d'alarme de l'état-major. Fraiser un boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme, dans un lourd bloc d'acier massif, exige les mêmes heures incompressibles de travail qualifié que le pays soit en paix ou en guerre. Chaque ouvrier stéphanois, penché sur sa machine-outil sous la lumière crue des ateliers, produit une œuvre d'art mécanique. Mais l'armée a désespérément besoin de volume, pas d'orfèvrerie. L'arme est parfaite, mais l'usine, structurellement, est beaucoup trop lente. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire, à le distribuer, puis à en assumer les conséquences face au chaos de l'histoire. Et les conséquences dramatiques de cette lenteur commencent rapidement à s'accumuler dans le vide des dépôts militaires. Entre la fin de l'année 1939 et les premiers mois de 1940, la production du MAS 38 démarre véritablement, mais elle ne ressemble en rien au raz-de-marée logistique espéré. Les registres et les archives disponibles suggèrent que seulement quelques milliers d'exemplaires quittent avec peine les grilles de la manufacture. Dans les arsenaux d'État, les officiers tentent de répartir cette production dérisoire. L'arme est distribuée au compte-gouttes. Quelques lots précieux parviennent à la police, d'autres à la gendarmerie, des forces de l'ordre pour qui la compacité remarquable de l'arme et la précision de sa munition exclusive de 7,865 mm longue font des merveilles. Sur le plan strictement technique, ceux qui ont le privilège de recevoir le MAS 38 sont conquis. Le pistolet mitrailleur encaisse les chocs, ne s'enraye presque jamais et tire avec une douceur mécanique inégalée. Pourtant, sur le front de l'Est, dans l'humidité glaciale de la drôle de guerre, l'infanterie de ligne attend toujours. Le contraste institutionnel est terrible. D'un côté, le ministère de la Guerre publie de superbes manuels d'instruction détaillant le fonctionnement de l'arme. De l'autre, les soldats mobilisés dans les casernes et les tranchées ne voient le MAS 38 que sur des photographies de propagande imprimées dans les journaux. La standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter la production et l'approvisionnement, qui avait justifié le choix stratégique de la munition française, n'est d'aucune utilité s'il n'y a pas suffisamment d'armes pour tirer ces cartouches spécifiques. Cette lenteur industrielle devient très vite une tragédie logistique à l'échelle nationale. La France ne manquait pas d'ingénieurs talentueux, ni de bravoure au combat. Elle manquait d'un système capable de transformer le métal en sécurité nationale, à la vitesse de l'invasion qui s'annonçait. Le problème n'était pas seulement la cadence de production mensuelle. Le problème était que l'institution avait conçu un chef-d'œuvre pour une époque qui exigeait désormais de la brutalité produite à la chaîne. La manufacture de Saint-Étienne tournait enfin à plein régime pour combler son retard, mais le temps lui-même venait de s'épuiser et la pire ironie de cette arme d'État restait encore à s'écrire. En mai 1940, la réalité du champ de bataille rattrape violemment les retards de l'administration militaire.
Lorsque l'offensive allemande brise les lignes françaises, l'armée fait face à une tempête d'acier avec un équipement souvent inadapté. Dans les tranchées improvisées et lors des combats de retardement, les unités de première ligne cherchent désespérément des armes automatiques pour repousser les assauts rapprochés. Mais le pistolet mitrailleur MAS 1938 est le grand absent de la bataille de France. La production, qui exigeait des heures de fraisage pour chaque boîtier de culasse, n'a tout simplement pas pu suivre le rythme de l'effondrement national. Les commandes massives signées par les ministères ne sont plus que des morceaux de papier face à l'avancée des blindés. À la manufacture d'armes de Saint-Étienne, l'ambiance est à la tragédie silencieuse. Les ouvriers travaillent en jour et nuit. Ironie cruelle de l'histoire industrielle, c'est précisément au moment où le pays s'écroule que la chaîne de production commence enfin à atteindre son rythme optimal. Les milliers de pièces usinées, contrôlées, bronzées, s'accumulent. L'arme est là, mécanique parfaite, mais il n'y a plus de doctrine, plus de réseau logistique et bientôt plus d'armées pour la recevoir. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé. L'armée française est démobilisée. Bien que Saint-Étienne se trouve initialement en zone libre sous l'autorité du régime de Vichy, la manufacture n'échappe pas à son destin industriel. Le système étatique français vient de perdre sa souveraineté et l'arsenal de la Loire va en payer le prix. Le MAS 38 n'est pas détruit, il est réquisitionné. Pour les ingénieurs et les ouvriers stéphanois, le choc n'est pas seulement patriotique, il est profondément systémique. Les commissions d'inspection allemandes, le célèbre Waffenamt, finissent par pénétrer dans les ateliers pour évaluer les capacités de l'arsenal. Les techniciens de l'occupant examinent le MAS 38. Ils constatent immédiatement le coût exorbitant de son usinage, bien éloigné de leurs propres standards en tôle emboutie, comme le MP40, mais ils reconnaissent la qualité exceptionnelle de sa fabrication. Le mécanisme est si fiable, le mouvement de la culasse si parfaitement amorti par son axe incliné, qu'ils décident d'exiger le maintien de la ligne de production. C'est ici que l'arme atteint son apogée paradoxal. Le fleuron de l'ingénierie militaire française, pensé pendant près de 20 ans pour défendre la nation, va être produit de manière continue sous l'occupation. Le pistolet mitrailleur est officiellement intégré à la nomenclature allemande sous le nom de Maschinenpistole 722F. Le petit F, entre parenthèses, désigne la France. Une simple lettre sur un registre logistique qui efface 2 décennies d'ambition industrielle souveraine. La manufacture produit désormais pour satisfaire les commandes de l'occupant et pour équiper les forces du régime de Vichy. Le MS-38 est distribué à la gendarmerie, à la police, à la milice, mais aussi à certaines unités allemandes stationnées sur le territoire. Le marquage MAS frappé sur le métal reste identique, mais la promesse qu'il portait a été retournée contre elle-même. Les armes quittent les râteliers de l'arsenal non plus pour protéger le pays, mais pour en assurer le contrôle policier et militaire. Ce basculement symbolise l'échec fondamental du programme d'armement de l'entre-deux-guerres. L'État avait cru qu'une conception parfaite compenserait la lenteur de son système décisionnel. Il avait oublié que dans la guerre industrielle, la vitesse est la première des armes. L'arme fonctionnait magnifiquement bien. Le chargeur, le boîtier amovible contenant les cartouches spécifiques de 7,5 km longues, s'enclenchait toujours avec une précision redoutable. La détente offrait toujours un départ sûr. Mais l'institution qu'il avait pensée n'existait plus. La manufacture était devenue une simple ligne d'assemblage captive, produisant son chef-d'œuvre pour le pire des scénarios. L'apogée du MAS 38 fut un triomphe de la matière, mais un désastre pour l'indépendance nationale. L'arme avait trouvé sa place dans la tragédie, prouvant la justesse de son dessin technique. Mais alors que le monde entier se tournait vers l'acier d'emboutissage pour gagner la guerre, ce pistolet mitrailleur, pensé comme un bijou d'artisanat industriel, allait devoir affronter une nouvelle époque qui n'avait déjà plus besoin de lui. La chute d'une doctrine industrielle ne s'annonce jamais par une explosion. Elle commence presque toujours par une simple comparaison mathématique dans le silence d'un bureau d'études ou sur les pages d'un rapport de production. Pour le pistolet mitrailleur MAS 1938, la première véritable fissure systémique n'est pas apparue sous le feu de l'ennemi, mais sous le regard froid des logisticiens et des ingénieurs confrontés à la réalité de la Seconde Guerre mondiale.
Dès 1942, alors que la manufacture d'armes de Saint-Étienne continue de produire l'arme pour l'occupant et le régime de Vichy, le monde de l'armement bascule définitivement dans une nouvelle ère. Et cette arme, conçue comme un chef-d'œuvre, devient brusquement un anachronisme. La force qui allait briser la logique du MAS 38 n'était pas la doctrine de l'état-major, qui n'existait de toute façon plus. C'était la concurrence industrielle étrangère et la brutale simplicité de l'économie de guerre. Dans les années 1940, la fabrication d'une arme à feu moderne a radicalement changé. Pendant que les ouvriers stéphanois continuent de pratiquer le fraisage, une méthode classique consistant à tailler lentement et méticuleusement des pièces complexes dans des blocs d'acier massifs, l'Allemagne et les Alliés ont adopté une technologie totalement différente, l'emboutissage. L'emboutissage de la tôle d'acier permet de déformer et de mouler des feuilles de métal sous d'immenses presses, produisant en quelques secondes des boîtiers et des pièces qui nécessitaient auparavant des heures de travail qualifiées. Le MPD-40 allemand en est l'exemple frappant, suivi de près par la Sten britannique ou le PPSH-41 soviétique. La comparaison industrielle est cruelle. Fabriquer un MAS-38 nécessite des dizaines d'heures ouvriers, une machinerie complexe et un acier de haute qualité. Fabriquer une Sten ne demande que des tubes d'acier basiques, des soudures rapides et une fraction du coût. La Sten britannique est grossière, inconfortable et souvent sujette à des incidents. Mais elle inonde l'Europe par millions. Parachuté dans les maquis français, le MAS 38, lui, est beau, parfaitement équilibré et d'une fiabilité absolue, mais il est un cauchemar logistique à produire en masse. L'État français avait cru que la qualité mécanique suprême était le but ultime. La guerre lui démontrait que la véritable souveraineté résidait dans la capacité à produire une arme acceptable à une vitesse phénoménale. Le problème n'était pas seulement la méthode de fabrication de l'arme. Le problème était l'écosystème entier qui l'entourait, à commencer par sa cartouche. La munition de 7,65 20 mm longue, choisie par le ministère de la Guerre dans un souci de standardisation administrative avec les pistolets de service français, devient un piège redoutable. Alors que les Alliés parachutent d'immenses quantités de munitions en 9 mm parabellum et que les usines allemandes produisent ce même calibre par milliard, la munition française reste une anomalie technique isolée sur la carte du monde. L'arme fonctionne magnifiquement, mais son alimentation est coupée du reste du continent. Pour que le MAS 38 puisse tirer, la France doit absolument conserver ses propres chaînes de fabrication de cartouches actives, de l'étui en laiton jusqu'à l'amorce. Dans une Europe dévastée par la guerre, où la logistique est reine, l'exclusivité d'un calibre national n'est plus une marque de souveraineté. C'est une vulnérabilité fatale. L'objet fonctionnait encore. Le système autour de lui disparaissait. À la Libération, en 1944 et 1945, l'armée française se reconstruit. Dans les arsenaux d'État et les casernes qui retrouvent lentement les couleurs de la République, on fait l'inventaire. L'armement de la nouvelle armée est un chaos logistique absolu. Des armes américaines, des prises de guerre allemandes, des équipements britanniques et les restes de l'ancien arsenal français de 1940. Dans cette mosaïque, la manufacture d'armes de Saint-Étienne reprend la production du MAS 38 pour le compte du gouvernement provisoire. La chaîne se remet en route, les ouvriers reprennent leur poste et l'acier est de nouveau fraisé pour équiper les forces de l'ordre, la police et certaines unités militaires en partance pour de nouveaux horizons coloniaux. Mais l'ambiance institutionnelle a changé. Les rapports militaires de l'immédiat après-guerre sont unanimes. L'armée française sait désormais ce qu'est un conflit moderne. Elle a vu l'efficacité des mitraillettes en tôle emboutie, simples, rustiques, chambrées dans des calibres universels. Le MAS 38, bien qu'il reprenne sa place dans les râteliers des gendarmeries et des postes de police, porte déjà en lui le poids de sa propre fin. Les commandes de l'État redémarrent, mais elles n'ont plus la conviction des années 1930. L'armée française achète ses pistolets mitrailleurs, non pas parce qu'ils représentent l'avenir de sa doctrine, mais parce que l'usine existe, que les plans sont là, et qu'il faut bien réarmer les forces de sécurité nationale dans l'urgence de la reconstruction. Le marquage de Saint-Étienne sur le boîtier de culasse promettait toujours la même excellence mécanique, le même soin apporté à chaque ajustement. L'arme avait survécu à la guerre, à la défaite et à l'occupation.
Mais l'institution militaire savait déjà que la philosophie industrielle qu'il avait créée appartenait à un monde révolu. L'épreuve finale pour le pistolet mitrailleur MAS 1938 ne s'est pas déroulée sur le sol européen, mais dans la chaleur étouffante des rizières et des jungles de la guerre d'Indochine. À la fin des années 1940, le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient déploie un inventaire hétéroclite d'armes à feu. Dans cet environnement impitoyable, le MAS 38 montre rapidement les limites ultimes de son concept. Ce n'est pas le mécanisme qui échoue. Le recul amorti et la fiabilité de l'arme sont même appréciés lors des patrouilles. Le problème est purement logistique. Dans une guerre coloniale lointaine, l'approvisionnement en munitions est le nerf de la guerre. Les parachutages, les navires et les convois acheminent massivement du 9 mm Parabellum et du .45 ACP, devenus les standards absolus grâce au stock américain et britannique. La cartouche de 7,65 mm longue, spécifique à l'arme française, devient un fardeau insupportable pour les intendants. Chaque balle tirée par un MAS 38 doit avoir été fabriquée en France, transportée par bateau sur des milliers de kilomètres, puis distribuée sur des terrains hostiles, sans aucune possibilité de récupérer des munitions alliées ou ennemies. L'institution militaire se rend compte de l'absurdité de la situation. Une arme réglementaire, adoptée officiellement pour équiper les forces régulières, ne peut pas survivre si son sang logistique ne coule pas à l'échelle mondiale. Le ministère de la Guerre prend alors la décision qui va définitivement condamner le chef-d'œuvre de Saint-Étienne. En 1949, l'état-major adopte un nouveau programme d'armement pour un pistolet mitrailleur moderne. Mais cette fois, la leçon de 1940 a été parfaitement assimilée. La nouvelle arme, le MAT-49, n'est pas conçue par la MAS, mais par une autre manufacture nationale, la manufacture d'armes de Tulle. Le contraste industriel entre les deux modèles résume à lui seul la fin d'une époque et le déplacement des forces industrielles. Le MAT-49 tire du 9 mm Parabellum. Il est lourd, brutal et surtout, il est presque intégralement fabriqué en tôle d'acier emboutie. Il ne demande pas des dizaines d'heures de fraisage minutieux. Il est conçu pour être assemblé rapidement, soudé, plié. La manufacture d'armes de Tulle n'a pas cherché à produire un objet d'artisanat mécanique. Elle a fourni un outil d'une rusticité absolue, adapté à la production de masse. La standardisation, le fait de réduire la diversité pour faciliter l'approvisionnement, venait de vaincre la souveraineté de l'acier usiné. Face à ce nouveau standard imposé par l'État, le pistolet mitrailleur MAS 1938 devient instantanément obsolète. L'arsenal stéphanois ne reçoit plus de nouvelles commandes militaires pour ce modèle. Les lignes de production qui avaient survécu à la bureaucratie de l'entre-deux-guerres, à la défaite éclair et à l'occupation allemande, commencent à ralentir de manière irréversible. Pour les ouvriers de Saint-Étienne, dont les mains connaissaient chaque angle du boîtier de culasse et chaque ajustement du mécanisme, la transition est brutale. Le savoir-faire exceptionnel qu'ils avaient investi dans cette arme n'était plus valorisé par une armée qui réclamait désormais de la tôle pliée. Ils sont réaffectés à la fabrication d'autres systèmes, tournant définitivement la page du fraisage lourd pour les pistolets mitrailleurs. Le MAS 38 n'a pas disparu du jour au lendemain. Dans les années 1950, il entame sa longue retraite silencieuse. L'armée s'en débarrasse au profit du MAT 49, reléguant les anciens modèles stéphanois aux forces de police, à la gendarmerie nationale et à l'administration pénitentiaire. Dans les armureries de la police, ces salles sécurisées où l'État stocke l'équipement de ses forces de l'ordre, l'arme retrouve un sursis. Sa compacité, son fonctionnement sécurisant et la faible pénétration de sa munition rassurent les administrations urbaines, qui n'ont pas besoin de la puissance destructrice d'un calibre de guerre. Mais ce n'est qu'un délai technique. Même la police finit par constater l'assèchement inéluctable des ressources. La production de la cartouche de 7,65 longue s'arrête. Les pièces de rechange deviennent rares. Les chargeurs, les dispositifs contenant les munitions, s'abîment au fond des dépôts et ne sont plus remplacés par les manufactures nationales. L'écosystème entier qui maintenait l'arme en vie s'effrite pièce par pièce. L'État retire discrètement les derniers exemplaires des râteliers, clôturant l'une des histoires industrielles les plus complexes de la nation. Le contrat s'est achevé. L'atelier stéphanois s'est vidé, la chaîne d'usinage a été démontée,
La dotation a définitivement changé. Les armureries de police ont fermé les caisses. L'arsenal est passé à autre chose. L'arme fonctionnait encore, mais la promesse institutionnelle qu'elle portait appartenait désormais aux archives. Le pistolet mitrailleur MAS 1938 ne s'est pas éteint dans le fracas d'une bataille décisive. Sa mort militaire fut silencieuse, bureaucratique, actée par des commissions d'inventaire et des rapports logistiques. Dans les années 1960, alors que l'armée française est entièrement tournée vers la standardisation de la guerre froide et les nouveaux conflits, les derniers exemplaires de cette arme usinée dans la masse quittent définitivement les râteliers des forces de l'ordre, de la police et des unités de réserve. Le modèle n'est plus qu'une anomalie technique, un fardeau d'entretien nécessitant une cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, que plus aucune usine nationale ne souhaite fabriquer. L'État français procède alors à la destruction systématique d'une grande partie des stocks, envoyant à la ferraille des milliers d'heures de travail ouvrier. Aujourd'hui, pour comprendre ce que représentait ce programme d'armement, ce long processus institutionnel visant à doter la France d'une souveraineté absolue, il ne faut plus chercher dans les arsenaux, mais dans le silence climatisé des archives. Au service historique de la défense, d'épais dossiers cartonnés conservent la mémoire administrative du MAS 38. On y trouve les rapports d'essai des années 1920, les plans techniques méticuleusement dessinés à l'encre par les bureaux d'études et les correspondances affolées des ministères à l'aube de l'année 1940. Ces documents prouvent que le problème n'a jamais été le talent des concepteurs. La tragédie du MAS 38 résidait dans l'incapacité d'une institution à synchroniser son horloge industrielle avec l'horloge impitoyable de l'histoire. La préservation physique de l'arme est aujourd'hui assurée par les musées nationaux et une communauté restreinte de collectionneurs historiques. Ces passionnés de mémoire industrielle n'acquièrent pas des armes historiques démilitarisées pour imaginer des scénarios de combat. Ils les conservent comme on préserve une horloge ancienne ou un témoignage du compagnonnage industriel. Au musée de l'armée à Paris ou au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, le MAS 38 repose derrière d'épaisses vitrines. Pour les conservateurs, ce n'est pas seulement un équipement militaire, c'est la cristallisation d'une époque ouvrière révolue. Chaque boîtier de culasse, la structure centrale lourdement fraisée, raconte l'histoire des mains qui l'ont façonné, de la rigueur d'inspection d'un arsenal d'État et de la fierté d'une ville entière dédiée au travail du métal. Il existe d'ailleurs une note de bas de page surprenante dans l'histoire de ce modèle. L'une des ironies les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale est la façon dont ce chef-d'œuvre de l'armurerie d'État française s'est retrouvé dispersé aux quatre vents. Saisi par l'armée allemande en 1940, distribué par les forces d'occupation, parachuté, volé ou récupéré, le MAS 38 a circulé de manière imprévisible à travers l'Europe. C'est avec un exemplaire de cette arme stéphanoise, arrivé là par les hasards chaotiques des lignes d'approvisionnement brisées, que des partisans italiens ont exécuté Benito Mussolini en 1945. L'arme conçue pour équiper méthodiquement les sous-officiers de la République française avait terminé sa course dans les montagnes lombardes, accomplissant un acte historique retentissant, mais totalement déconnecté de la doctrine d'État qu'il avait vu naître. Cette dispersion brutale prouve une chose. Une fois sortie du système qu'il a forgé, l'arme échappe toujours à son créateur. Sur le plan philosophique et industriel, l'héritage du MAS 38 est celui d'une rupture douloureuse. Ce pistolet mitrailleur marque le moment précis où la France a dû admettre qu'une arme réglementaire ne devait plus être une œuvre d'art d'atelier. La manufacture d'armes de Saint-Étienne avait cru que l'excellence mécanique, l'ajustement manuel et la perfection de la matière garantiraient la supériorité de la nation. La réalité de la guerre de masse lui a répondu que la véritable puissance logistique résidait dans la tôle emboutie, la rusticité absolue et la capacité à produire des millions d'exemplaires en un temps record. L'adoption ultérieure du MAT 49 ne fut pas seulement un simple changement de modèle, ce fut l'abandon d'une identité industrielle séculaire. L'acceptation par l'État français d'un monde où la quantité industrielle, brutale, effaçait le geste lent de l'artisan armurier. Aujourd'hui, la manufacture d'armes de Saint-Étienne n'existe plus en tant qu'arsenal. Les immenses ateliers en briques, où le vacarme des fraiseuses dictait autrefois le rythme économique de la ville, ont été réaménagés. Le site est devenu un pôle d'enseignement et d'innovation, abritant notamment la Cité du Design.
Les grandes grilles historiques sont toujours là. L'architecture majestueuse de l'État industriel surplombe encore les rues stéphanoises. Mais les machines se sont tues depuis plus de 20 ans. L'État a cessé de fabriquer lui-même ses propres armes légères, préférant se tourner vers les standards mondiaux. La ville a dû se réinventer, emportant avec elle le souvenir des générations entières d'ouvriers qui franchissaient chaque matin les portes de la manufacture. Ce n'est pas une nostalgie de l'objet, c'est une trace industrielle indélébile. Dans le lourd acier du MAS 38, il reste une question fondamentale que la France continue de se poser face à la mondialisation. Que doit-elle encore savoir fabriquer elle-même? Derrière une vitrine de musée, sous une lumière froide d'exposition, les traces d'usinage du marquage de Saint-Étienne restent parfaitement nettes dans l'acier noirci, comme si les ateliers de la manufacture venaient tout juste de se taire. À très bientôt pour la prochaine histoire.